je vous écoute. Voilà. Oui. Bon, je suis né le 14-06-1925. Voilà. Autrement dit, j'ai 87 ans. Et je m'appelle Pierre Lacaze, né à Pontac. Alors, comment êtes-vous arrivé au sport? Eh bien, j'avais cette fibre sportive par le fait que mon père, mes oncles étaient sportifs aussi. Ils avaient joué au rugby et tout ça. Et le sport m'intéressait, quoi. Et ça, c'est à quel âge à peu près vous le commencez alors, le sport? J'ai commencé à 10-12 ans. Ici à Pontac? Oui, ici à Pontac. Il y avait donc c'était un patron et j'ai commencé par la gymnastique. Et il y avait donc c'était un club, les Papillons, un club où ils jouaient donc au rugby, au basket, mais ils avaient commencé par la gymnastique et la musique. Et c'est comme ça que j'ai été entraîné dans ce bain de sportif, quoi. J'ai donc pratiqué de la gym et puis le basket. Et par la suite le rugby, lorsque j'ai arrêté dans l'activité, dans les voyages et tout cela. Mais bon, et puis depuis ma blessure, qui m'avait laissé des séquelles, et je m'en ressens plus ou moins encore, mais naturellement les points faibles deviennent plus importants avec l'âge, quoi. Alors vous commencez à 12 ans Oui. à Pontac. Est-ce Oui. que vous pouvez nous dire rapidement, jusqu'à le parcours entre 12 ans Pontac et 24 ans, votre participation aux Jeux Olympiques de Londres? Bien sûr. Comment vous êtes arrivé de 12 ans à Pontac à 24 ans à Londres? Quel a été le parcours? Oui. Donc, 12 ans, vous êtes à Pontac, durant la guerre, il y a eu, comment dire, un engouement pour l'athlétisme. Il y avait des challenges, bon, parce que il n'y avait pas, donc pendant la guerre, il n'y avait pas de bal, il n'y a pas de fête, il n'y avait pas de fête et tout ça. Et alors, on se tournait, donc, les jeunes, moi je m'étais tourné vers le sport, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'avais joué au basket l'hiver et qui était une activité qui m'entretenait quand même plus ou moins en forme, plutôt que rien faire comme sport. Et l'été, c'était l'athlétisme, où j'avais commencé en cadet. Et alors, de cadet, comment vous arrivez à l'équipe de France d'athlétisme? Oui. Qui vous a repéré? Quels résultats vous avez obtenus Voilà. Pour qu'on vous dise un jour, on vous retient, vous êtes en équipe de France d'athlétisme? Comment ça s'est passé? Voilà. Eh bien, donc, c'était en 43, oui, au championnat régionaux, parce qu'à ce moment-là, les Pyrénées-Atlantiques dépendaient des Pyrénées. Ah, d'accord. C'est-à-dire le siège de la fédération d'athlétisme était à Toulouse. Bon, et ensuite, en 1945, les Pyrénées-Atlantiques ont été reportées en Guyane, c'est-à-dire l'Aquitaine actuellement, dont le centre était Bordeaux. D'accord. Ok. Voilà. Et oui. Donc vous avez eu plusieurs performances, et vous êtes arrivé en équipe de France? Voilà. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, Donc, j'avais passé 1,70 m, qui était le record de l'époque, en simple ciseau. Donc votre discipline était
Votre discipline favorite était? Le saut en hauteur. Ok. Le saut en hauteur, étant donné aussi que j'étais assez costaud, quoi, disons, je lançais aussi le poids. Oui, je lançais le poids et je faisais le 110 mètres haies. D'accord. Alors, Voilà. saut en hauteur, poids, 110 mètres. 110 mètres haies. Vous pratiquez les trois. Voilà, oui, oui. J'avais été second au lancement du poids au comité de Guyenne à l'époque, départemental, Oui. et au 110 mètres haies aussi. D'accord. Donc là, on Voilà. est juste après-guerre. Oui, Et donc, comment vous apprenez que vous êtes sélectionné à l'équipe de France? eh bien, en 1945, donc, j'étais junior, j'ai participé au championnat de France à Bordeaux, au championnat de France senior. Et donc, la section paloise m'avait dit, avait sûrement appuyé à ce que je participe, étant junior, au championnat de France senior. Donc, j'ai participé hors concours, quoi, disons. Surclassé. Voilà, en 1945. Voilà. Et j'avais terminé 5e avec les seniors. Et puis en 1946, j'ai été international pour la première fois, le 14 juillet 1946. C'est ma première sélection à l'équipe de France, D'accord. à Bruxelles. D'accord, ok. Voilà. Donc, je vous propose qu'on arrive de 46 à 48 Voilà. à Londres. Voilà. Pour vous, Londres, comment, C'est le Simon de... voilà. Alors, comment vous apprenez, qui vous convoque, comment vous savez que vous y participez? Eh bien, voilà. Donc, il fallait... il y avait 54 nations à Londres et il ne fallait que, pour tous les participants, il ne fallait que 2 participants. Il fallait que 2 participants, moyennant faire le minima qui était 1,87 m, et étant donné, j'avais sauté 1,95 m à Pau, mais avant, au championnat régionaux, j'avais sauté 1,93 m, donc j'étais sélectionnable. Et alors, en 1947, ce qui a permis d'être dans les 2 premiers, il y avait 3 réunions ou 3 confrontations des meilleurs sauteurs français. Et j'en avais gagné 2 sur 3. J'avais gagné, c'était les pré-olympiques sélectives, donc à Dijon et à Strasbourg. J'avais gagné ces 2. Et puis il y avait le championnat de France. Bon, et au championnat de France, je n'avais jamais réussi à être champion de France par le fait que les sautoirs. Bon, les championnats de France se jouaient toujours au stade de Colombes, à Colombes. Et il y avait un sautoir qui était très friable, et comme j'étais généralement, la morphologie du sauteur, en hauteur, c'est grand et mince, quoi. Et je veux dire pas lourd. Oui. Et je pesais 85 kilos. Et alors, au lieu de monter, c'est à cause de ça. Et puis, c'était toujours à Colombes. Mais dans des sautoirs bien plus
bien plus rigide, ça allait beaucoup mieux, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Oui. vous apprenez que vous partez à Londres. Oui. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous Ah, vous souvenez, le jour où on vous dit mais tu oui, vas à Londres? naturellement, Qu'est-ce que ça représente j'étais pour vous? comblé. J'étais comblé de... Bon, je vivais un bon espoir d'être sélectionné par le fait que j'en avais gagné 2 sur 3. J'avais gagné dans Dijon et Strasbourg. Et j'avais cet espoir. Et finalement, parce qu'à ce moment-là, il y avait de bons sauteurs, il y avait D'Amicio, un Marocain, enfin un Français du Maroc, de Casablanca. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous un sentiment quand vous savez que vous partez à Londres? Ah ben oui, ça a été un stimulant et... Une fierté peut-être? Comment? Une fierté Ah oui, bien sûr. pour vous, Ah oui, votre oui, famille, oui, mais même, bon, je reconnaissais que, ayant gagné de compétition. de compétitions sélectives sur 3, je gardais un C'était grand votre espoir, quoi. Et, Et en effet, j'ai été le premier sélectionné. et à ce moment-là, donc vous avez 24 ans. Voilà, Pour vous, 23 ans. 23 ans, pour vous, les Jeux Olympiques, Ah, c'était le summum. quelle image vous en avez Oui. avant d'y avoir participé? Pour vous, c'est quoi les Jeux Oui, Olympiques? oui. Et, une participation aux Jeux, c'est la consécration d'un athlète, quoi. Ouais. Quelle image vous aviez des Jeux Olympiques? Vous connaissiez avant? Oui, ou, ah, oui, oh, mais naturellement. Il y avait des revues relatant les Olympiades avant-guerre, parce que la dernière Olympiade, Ça a été 36. donc avant la guerre, c'était en 1936 à Berlin. Et naturellement, il y avait le récapitulatif de... Vous lisiez ça? Voilà. Et entre autres, il y avait un entraîneur national qui avait participé, qui s'appelait Jean Fusy, qui était un coureur de vitesse et qui était membre du comité de sélection, naturellement par le fait qu'il avait fait ses preuves et il était à la fédération, et qui est mort à 93 ans, mais il y a 4 ans de ça. Oui, et c'était un gars du Sud-Ouest. D'accord. Et il y avait depuis, il y avait eu Valmy, René Valmy qui était de Tarbes. Donc c'est déjà un peu que vous connaissiez, Ah vous oui, aviez comme modèle. tout pour à vous, c'était fait. un peu cette image que vous aviez des Jeux Olympiques. Bien sûr. Et il y avait un sauteur en longueur bordelais qui s'appelait Robert Paul, et qui a été recordman de France jusque 1960 par là. Oui. Donc pour vous, vous rejoignez ce groupe-là? Oui, tout à fait. C'est de la fierté, c'est le plaisir d'y arriver. Oui, et c'était un stimulant aussi, quoi. Donc, bien sûr. Vous y êtes, vous savez que vous partez à Londres. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre préparation physique? Dans quel état vous étiez? Comment vous vous prépariez? Oui. Est-ce que vous aviez un programme d'entraînement, etc. Pour aller à Londres, Pas qu'est-ce qui particulier. se passe au niveau préparation? Par rapport à la section paloise, il y avait un professeur d'éducation physique, ainsi que sa femme qui était professeur d'éducation physique. C'est la première dame en France prof. C'était la mère d'Annie, le père et la mère d'Annie Famose. Et le père, j'allais à Pau, donc, parce que
vous voyez là, techniquement, j'avais beaucoup à gagner. Et Jean Famose, qui est mort l'année dernière, ou il y a 2 ans, à 102 ans. D'accord. C'est lui qui vous a entraîné? Oui, l'hiver, c'est lui. Sinon, je m'entraînais moi-même ici. Et comment? J'avais un sautoir de fortune, sans même de réception à la chute. Enfin, j'avais un peu de paille pour amortir le choc, quoi. Chez vous? Et chez moi, voilà. À la ferme? Oui, à la ferme, à l'enclos. Ah, ça, c'est incroyable. Ah voilà, ah oui, c'était rien de comparable avec la préparation de maintenant. Mais il faut nettement plus haut, naturellement le style. Bon, ce n'est qu'en 72 peut-être que le Fosbury est sorti. Alors vous sautez comment? J'ai commencé à sauter en ciseaux. En ciseaux simples. Ensuite, retournement intérieur, qui était pratiqué par Pierre Leoudin et qui avait sauté 1,95 m. C'était le record de France. Ensuite, je crois que c'était en 40, Guy Lapointe, c'était en 42, je crois, qui avait amélioré ce record qu'il avait porté en 96. Guy Lapointe. Comment vous décidez de changer de technique? À quel moment vous décidez? On vous le dit? Oui. C'est vous qui décidez tout seul? Oui. On vous l'a montré? Non, c'est-à-dire, avec mon entraîneur hivernal, il m'a dit, bon, tu vas essayer de changer le retournement à l'intérieur. Il me dit, il faut essayer le rouleau californien. Le rouleau californien, qui était le plus pratiqué en France. Mais il y avait un autre style, celui-là, qui était le ventral, et que détenait le recordman du monde, qui s'appelait Steers, et qui pratiquait. Mais seulement, vous voyez, je n'enroule pas suffisamment la barre. Je passe à ça, et puis, bon, je suis passé nettement, mais j'aurais gagné quelques centimètres de plus. D'accord. Mais, et puis, donc, après, bon, j'ai participé au jeu. Ensuite, bon, j'ai fait la saison 49, l'année où je me suis marié, quoi. Et puis, bon, les voyages et tout ça, et puis les maternités qui arrivaient, tout ça, bon, un peu moins. Alors, la sagesse. oui. Là, je me remets juste avant les JO de Londres. Oui. Donc, vous vous entraînez, vous vous êtes construit un enclos de fortune. Voilà. Un sautoir de fortune Ah dans oui, votre oui, enclos. oui. Vous vous entraînez quoi? Un peu tous les jours, un peu quand vous avez le temps? Vous vous êtes fixé un programme? Comment vous faites? Eh bien, je faisais beaucoup d'assouplissement. Je faisais beaucoup de gym, d'assouplissement, et c'était une bonne préparation. Et puis je travaillais ma détente. J'avais comme base, vous voyez, il y a 5 ans encore, à pieds joints, j'arrivais à toucher la poutre. Ah, oui, d'accord, ouais. C'est joli. Oui. Et la musculation, vous le faisiez dans les champs, je suppose? Oui, ah oui, oh, tout à fait. Tout à fait. Oui. Ok. Oui, Donc, oui. vous êtes prêt, vous partez à Londres. Voilà. Au niveau, nous, ça nous intéresse, parce qu'on ne sait pas. Comment vous partez à Londres? Eh bien, nous sommes en voilà. voiture, en avion, en train, Non, en avion. En avion. Depuis où jusqu'où? Voilà.
nous sommes réunis, dans les sélectionnés, une dizaine de jours à Joinville, une dizaine de jours avant, c'était la préparation, et puis nous sommes partis en avion, et depuis Orly, Londres, quoi. Ok. Et voilà. Donc vous arrivez à Londres, est-ce qu'il y a un village olympique? Oui, Comment ça se passe? voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce village? Comment vous y arrivez? Comment vous y êtes accueillis? Oui. Quelles sont les conditions matérielles dedans? Voilà, oui. Il y a le pavillon français, toute discipline confondue. La France, bon, il y avait les escrimeurs, aussi, il y avait celui qui faisait comme notre champion. Le judo? Non? Le judo, ça ne se pratiquait pas beaucoup. D'accord. Non, il y avait la boxe, il y avait les boxeurs, les lutteurs, et Seferiades faisait le yak. D'accord. Et voilà. Et nous étions donc logés au pavillon français, qui justait celui des Américains. D'accord. Voilà. Vous côtoyez les autres athlètes? Oui, voilà. Est-ce que vous avez quelques noms à nous donner de personnes que vous avez côtoyées, qui étaient là, que vous avez rencontrées? Au village olympique? Bien sûr, les Américains, il y avait les sauteurs en hauteur, et on voyait leur manière de s'entraîner. Mais ils s'entraînaient pas tout à fait 10 fois plus que nous, mais enfin, on ne poussait pas les entraînements, au moins les athlètes français, rien de comparable avec la pratique de maintenant, quoi. Vous, à Londres, votre préparation, comment elle se passe sur place? Sur place, bon, nous avons le restaurant, parce qu'on sortait de la guerre, les restrictions, surtout en Angleterre, et puis la cuisine, bon, on avait les cuisiniers français à notre service. Déjà. Voilà. Oui, tout à fait. Même, on nous avait donné à chacun, on avait une bouteille de Bordeaux. Tous les jours? Pardon? Tous les jours? Tous les jours. Oui, une bouteille de Bordeaux qui faisait la journée, quoi, enfin, les 2 repas principaux. Et alors, naturellement, il y avait pas mal d'athlètes qui ne buvaient pas de vin. Moi, j'en consommais un peu, quoi, et puis voilà, quoi. Oui, j'étais habitué dans ma manière de vivre à avoir un peu de vin, que ce n'était pas du Bordeaux, mais même c'était notre doping, qu'on peut dire, et c'est tout ce qu'on pouvait nous reprocher. Et vous savez, c'est pas un verre ou un verre et demi de vin qui porte un grand préjudice, quoi. Donc, même avant l'entraînement ou la compétition, vous Ah oui. Oui. Et il y en avait qui, le jour de la compétition, qui ne pouvaient pas manger, ça ne passait pas l'émotivité, quoi. Enfin, moi, ça ne changeait pas grand-chose. Est-ce que vous aviez un repas adapté à la compétition ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous mangiez avant la compétition? Oui, bon, oui, il y avait un petit hors-d'œuvre, et ensuite, particulièrement beefsteak frites, ou oui, une nourriture pas exceptionnelle
non. Et du vin. Pardon? Et du vin. Ah, oui, on nous donnait du vin de Bordeaux. Très bien. Je vous pose une question peut-être un peu indiscrète. Si vous ne voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas. Oui. Est-ce que vous étiez payé? Absolument pas. Absolument pas. Nous avions gratuité de déplacement. Et comme nous avions tout gratuit. On présentait les choses. Ça n'existait pas. D'ailleurs, non seulement ça n'existait pas, mais c'était défendu. L'amateurisme complet. D'ailleurs, il y avait un cas d'un grand champion qui était en 1936 à Berlin, qui, pour une modique somme, avait été radié à vie. Alors, donc en 1936, il s'appelait Jules Ladoumègue. Et il a passé une quinzaine d'années dont il était radié. Et puis ils l'ont fait recourir, parce que je crois que en démonstration, je ne sais où, mais quelque part, il avait perçu de l'argent pour les frais. Enfin. Donc l'argent est interdit. Ah, c'était strictement interdit. Alors, si on était pris justifiant une prise d'intérêt, alors on était radié. Ok, très bien. Mais on avait tout payé et c'était déjà pas mal. Alors je vous pose des questions très Non, mais d'actualité. curieuses, mais Oui. le logement, vous étiez bien logé? Vous étiez quoi, en chambre individuelle, plusieurs? C'était des chambres de 7 ou 8. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous pouviez sortir un peu le soir? Pas du tout? Ah non. Non, ça. C'était strict. Oui, c'était strict. On était là pour. Non, on était représentant du pays, il ne fallait pas. C'était sérieux. Ah oui. Enfin, c'était considéré par nous et puis ça allait de nous-mêmes, quoi. D'accord, il n'y avait pas besoin. Et ça ne nous gênait pas. Et ça ne nous dérangeait pas. Vous étiez convaincu par. Oui, tout ça. Ah oui. Ok. Mais c'est à cause de ça, on avait une bonne nourriture, mais dont les cuisiniers étaient français. Et c'était la cuisine française. D'accord. Parce que les Anglais avaient souffert de la guerre sûrement davantage que nous. D'accord. Du point de vue nutrition, quoi. Oui. Ok. Combien de temps vous restez à Londres? Combien de temps avant vous arrivez et vous faites la compétition et combien de temps vous restez après en tout? Oui, eh bien, moi, donc, je crois que c'était, enfin, bon, la date exacte, c'était, je crois, le 2 ou le 3 août. Le 2 août. Je n'ai pas assisté. Au défilé lors de l'inauguration par le fait que le lendemain matin commençaient les éliminatoires de son auteur, donc voilà, et le porte-drapeau c'était Ignace Henrich, le décathlonien, qui était le favori du décathlon, un monsieur qui avait mon âge, donc 23 ans, un Hercule, c'était un Alsacien. Mais alors, c'était un très bon ami qui est mort. Oh, il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut parler un peu voilà, des médias à l'époque? Oui. Est-ce que vous étiez sollicité? Est-ce qu'il y avait des journalistes qui Oui, venaient vous voir? Comment ça se passait? Lesquels? Qui Oui. venaient vous voir? Remarquez,
quand même, et c'est bon d'être signalé quand même, je vous disais que je n'avais pas participé à l'inauguration, au défilé de l'équipe de France, toute discipline confondue, quoi. Vous le regrettez? Ah non, 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 parce que non, je ne le regrette pas, étant donné que dans le but de ne pas être déconcentré pour le lendemain matin, ont commencé les éliminatoires, quoi. Et la télé en France n'existait pas en 1948. Elle est arrivée une dizaine d'années après. Mais on a suivi le défilé à la télévision. Les Anglais avaient la télévision, donc, en 1948. Et on l'a. Bon, c'était noir et blanc, mais enfin. Oui. Donc vous avez pu le voir? On a pu voir le défilé et on a vu le porte-drapeau, celui de la personne dont je vous parlais, là, le décathlonien. D'accord. Et est-ce qu'il y avait de la presse? Et alors, c'était les journalistes, à l'époque, c'était Raymond Marcillac, particulièrement, quoi. Alors, c'était quoi, des journalistes? C'était de la presse écrite? C'était des journaux? Oui, oui. C'était quel journal? Oui. C'était l'Équipe. D'accord. Oui. Ok. Oh, et il y avait eu aussi, c'était le Miroir des Sports, je crois. D'accord. Oui, oui. Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que ici, vous savez si localement, vos exploits étaient repris dans les journaux ici, bien. Contact? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme journaux ici? Alors, comme journaux, il y avait l'Indépendant, le Patriote et la République. Vos exploits étaient dedans? Ah oui. Et alors, l'Indépendant, le journaliste, c'était Charles Lagarde, le président de la section paloise, et qui avait été olympien lui aussi, aux Jeux de Paris et de... Et je ne me rappelle pas la chronologie des... Oui. D'accord. Oui. Donc c'était les correspondants. Oui. Oui. Est-ce que ces gens-là venaient à Londres pour suivre, ou est-ce qu'ils attendaient les nouvelles ici? Non, parce que Charles Lagarde, en 1948, donc, oui, c'était les Jeux d'Anvers, je crois, qu'il avait fait. Oui, pas ceux de Paris, c'était ceux d'Anvers, je crois. Je crois, sous réserve, oui. Bon, parce que les Jeux précédents, ça m'échappe un peu. Oui, mais peu importe. Oui. Mais c'était le président de la section paloise, c'était donc un Olympien aussi, Charles Lagarde. Et les Jeux Olympiques, ils étaient suivis en 1948 en France? Oui. Oui, les gens vous savez, Ah oui. Tout à fait. Oui. Oui, sur le plan local aussi, ça avait son effet quand même, quoi. D'accord, très bien. Oui. Vous souvenez peut-être, ou vous avez quelques articles qui sont parus à ce moment-là dans la presse, vous concernant? Bien sûr. Oui. Super. Je dois en avoir. Oui. Bon, peut-être qu'on verra, ou on verra tout à l'heure. Oui. Ils sont pas loin, ils doivent peut-être. Oui, mais enfin. Donc vous participez, vous, à Londres en 1948. Voilà. On vient d'en parler longuement. Voilà. les Jeux suivants en 1952, voilà. vous n'y êtes pas. Je n'y suis pas parce que j'avais arrêté. D'accord. Et vous les suivez Bien sûr. Quel regard vous portez sur les Jeux qui suivent? Oui, au niveau performance, oui, il y avait une progression quand même. Une progression lente, mais quand même sûre, quoi. D'accord. Alors, oui. Je vais vous poser aussi des questions encore une fois très pratiques, même si vous m'avez déjà répondu sur beaucoup de points, hein, mais c'est un peu par curiosité. Oui. Le fait de participer à ce rendez-vous mondial international, oui. est-ce que ça vous a
est-ce que vous avez rencontré des personnalités publiques, connues, politiques, sportives? Est-ce que, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Est-ce que vous avez rencontré, je sais pas moi, le De Gaulle? Est-ce que vous avez rencontré le président? Est-ce que vous avez été reçu à l'Élysée? Est-ce que... Non, 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 non. Ah non, 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 non. Et quel était le président? 48, ça doit être De Gaulle, Oh. je pense, non? Non. Non? En France, Oh. non, il revient un peu plus tard, peut-être. Tout à fait, Il tout arrête à- en tout à 45 fait. avec le gouvernement provisoire. et il C'était revient à- Vincent Auriol, je crois. Oui, ça doit être ça plutôt. ouais. Un gars de pas loin d'ici. Ouais. Est-ce que vous avez D'à rencontré côté des de hommes Tarbes. politiques? Euh, Est-ce qu'ils s'intéressaient au sport? oui, oui, nous avions eu la visite du ministre des Sports qui s'appelait, je ne me rappelle pas. On retrouve. Oui, le ministre des Sports, et qui était venu nous voir à Joinville durant la période de préparation pour les Jeux. D'accord. Oui. Ok. Et d'autres sportifs très connus, vous en avez Ah, rencontré? ah vous oui, les côtoyez? Mimoun, qui est en vie encore, hein. Et en scène, et etc. Il y avait Bailly comme sprinter, Valmy en 48. Oui, mais enfin, c'était la race noire dominante D'accord. dans le sprint, et c'est encore la même chose, hein. Oui, oui. À part le maire là qui est réellement un espoir. C'est- Oui. Et donc, qui doit progresser parce qu'il est jeune, quoi. Quand vous êtes à Londres, quand vous avez fini votre compétition, Oui. est-ce que vous pouvez profiter des autres compétitions? Ah, Est-ce que bien sûr. Vous avez vu d'autres... Oui. Ouais, Oui, 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 oui. d'accord. Vous avez donc... Oui. Qu'est-ce que vous avez pu voir comme autre discipline? La natation, parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Alex Jani, qui avait eu même 4 ou 5 records pendant la guerre du monde, et qui finalement a été éliminé en demi-finale. Et alors, je me rappelle toujours, Alex Jani, éliminé en demi-finale, alors qu'il avait des records du monde donc, antérieurement, et il n'avait pas pu se qualifier. Mais enfin, ils avaient une pression dessus. Moi je ne partais pas favori. Le fait d'être participant était une grande satisfaction. C'est important ce que vous me dites, parce que vous me l'avez dit tout à l'heure, Voilà, on voilà. l'a enregistré. Est-ce que vous pouvez quand même nous raconter votre compétition jusqu'à la blessure? Vous pouvez nous le raconter, ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Oui, Que vous passez 1m93 ou 16, Oui. et vous pouvez nous le dire, votre compétition, comment elle se passe à vous? À Londres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos sauts en hauteur Oui. à Londres? Le premier, je le passe. Donc là, je suis premier ex aequo avec le champion olympique qui était un Australien et qui s'appelait Winter, ainsi qu'un Américain. Comme ils étaient deux, je crois que c'était McGree, G-R-E-W. Oui. Vous voyez, là, réellement, j'étais motivé, mais j'ai essayé un essai donc, au-dessus. Bon, j'ai vu ça, je ne peux pas. Bon. Vous pouvez nous raconter donc la blessure, combien vous sautez, comment vous vous faites mal? Eh bien oui, donc, là, c'est en retombant, je me suis, enfin, bon, tombant de haut, 1m90, ça fait presque la hauteur de la porte, vous voyez, et retombé par terre, je suis mal retombé, et voilà. Ça m'a fait mal au cœur, naturellement, parce que j'avais bon espoir, à cette hauteur encore, que je passe la première fois. J'ai passé tout au premier essai. J'avais bon espoir d'une place au podium. Mais voilà, ça s'est envolé, j'en ai pas fait.
Vous pouvez nous redire sur quoi vous tombiez par rapport à aujourd'hui le Ben oui. Il y avait... on retombait sur 20 cm de sable, qui était 20 cm au-dessus du niveau du sol. Maintenant, c'est un plaisir, et puis il n'y a pas d'appréhension. Tandis que là, il n'y avait pas l'appréhension, mais enfin, il fallait que ça arrive là, et puis voilà. Oui, le dieu des sauteurs n'était pas avec moi. Et je n'ai pas fait une maladie, mais enfin, la participation, parce que naturellement, tout était là, parce que les grands clubs de Paris, des grandes villes qui avaient des entraîneurs, des masseurs, des installations, c'est des choses que je n'avais pas, quoi. Le jour où vous sautez, c'est Londres même? Oui. Vous êtes dans un stade? Oui, c'est à Wembley. Ah, Wembley, c'est Oui. vrai. Et Oui. vous vous souvenez du nombre de spectateurs qu'il y avait? Il y avait 100 000 spectateurs. Le stade était plein. Est-ce que c'est très impressionnant? Est-ce que quels sont vos souvenirs à Non, ce non, moment-là? je ne vous cache pas que c'est un stimulant. Ah oui, je ne me laissais pas impressionner par cela, bien au contraire, c'était un stimulant pour moi. Donc, je réussissais beaucoup mieux devant une nombreuse assistance qu'en solo à la maison. Vous avez pensé, quand vous étiez à Wembley, vous avez devant 100 000 personnes, est-ce Oui. que vous pensez à votre enclos à Pontac? Est-ce que vous vous souvenez? Non. Je pensais quelle chance, parce que donc, on a commencé l'éliminatoire parce qu'il fallait que 20 sauteurs en finale. Bon, il fallait être dans ces 20. Et j'étais donc jusqu'à 1,90 m. Et donc, ça, c'était la finale. Mais il y avait 54, il y avait 80 sauteurs au moins. Il y avait 80 sauteurs, quoi. Donc, il en fallait que 20, et il y en avait 60 qui restaient, qui n'ont pas passé. Vous êtes dans les Voilà. verts, vous? Oui, voilà. J'ai pas idée combien saute aujourd'hui un sauteur en hauteur? Eh bien, il saute de 30, oui. Mais en fosserie. 64 ans après. Oui. Il n'y a rien de comparable, je pense, par rapport à la préparation de maintenant, avec, d'après un technicien qui me disait, grâce à cette technique actuelle du fosserie, on gagne 25-30 cm. Et remarquez, c'est le cas. Oui. Moi, finalement, c'était les dons naturels qui j'avais de la détente, mais sur le plan technique, j'aurais été perfectible, quoi. D'accord, ok. Est-ce qu'à Londres en 1948, vous avez pu assister, on s'est documenté, on a vu qu'il y avait des disciplines sportives ou pas nécessairement sportives qui existaient et qui n'existent plus. Est-ce que vous avez pu en voir? On a vu qu'il y avait des concours de littérature, de dessin, de sculpture. Ah non. Vous avez pas vu ça? Ça n'existait pas. D'accord. C'était encore avant, je pense, avant. Est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport aux para-olympiques dont on parle aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça existait? Non. Non. Vous n'avez rien vu de ça? Non. D'accord. Donc, c'était la natation avec
ce champion français qui avait particulièrement, vous savez, l'esprit patriote était là. Quoi. Ouais, d'accord, juste après la guerre. On était, on est un peu chauvin, mais... Est-ce que vous, 3 ans après la fin de la guerre, est-ce qu'à Londres on ressentait encore je sais pas, des sentiments, des sensations? Est-ce que l'Allemagne était là, en 48 à Londres? Ah non, non, non. Ni l'Allemagne, ni la Russie ne participaient au jeu. Elles ne participaient pas. Il y avait les Américains, enfin, tous les autres pays. Enfin, est-ce qu'on parlait encore de la guerre à ce moment-là, en 48 à Londres? Est-ce que vous essayiez de l'oublier c'est-à-dire que il y avait encore des traces de la guerre des V2, parce que les Allemands, depuis... Bon, ça a été eux, les inventeurs de ces armes téléguidées, de démolition d'immeubles, mais c'était en ruine encore. Londres était marqué, ah oui, voilà. Ah oui. Ah oui. Ça c'est impressionnant, je suppose. Ah oui, ah oui. Ouais. Mais alors, il y avait des ruines de tout ça, oui. Et puis, dans les restaurants non plus. Et je m'étonne parce que quand même, dans les restaurants, on ne vous servait pas de... il n'y avait pas de beefsteak, etc. Quoi. D'ailleurs, ils avaient prévu, donc, la cuisine française nous était réservée, quoi. Vous avez suivi les Jeux Olympiques de 2012? Oui, oui. Oui. Je n'en ai pas perdu. Oui, j'avais le temps aussi. Quel est votre regard, votre sentiment sur les Jeux Olympiques en 2012 à Londres? Vous qui avez été à Londres en 48, à votre avis en 2000, quel est votre ressenti 64 ans après sur ce que vous avez vu? Eh bien, je vais vous dire, oui, parce que maintenant, les athlètes sont payés et rémunérés. Et alors, naturellement, je dis, eh bien, mais si on nous avait payé, on aurait sûrement fait encore mieux. Est-ce que vous avez un moment préféré pendant les Jeux Olympiques à Londres là, de 2012? Est-ce qu'il y a un moment fort qui vous a marqué, que vous avez particulièrement aimé? Particulièrement, je ne peux pas dire, on était intéressé un peu partout quand il y avait participation française. Entre autres, il y avait un escrimeur qui avait été au podium, qui s'appelait Doriola, et qui était Christian Doriola, que l'on connaissait, donc nous avions fait connaissance à Joinville, quoi, tous sports confondus. Oui. Et il y avait donc aussi, qui était fort intéressant, c'était le 5000 et le 10 000. La France avait Mimoun, qui a fait second au 5000 et au 10 000 contre Zatopek. Zatopek, voilà. Ouais. Comment dire? Soyons fous, à votre avis, si vous, Monsieur Lacaze, en 2012, vous aviez été aux Jeux Olympiques de Londres, Oui. Qu'est-ce que vous auriez fait? En performance, Il aurait fallu que je m'adapte pour progresser. Cette nouvelle technique de fosserie, oui, sur le plan sportif. Aussi, il y a une amélioration avec le tartan. Que avant c'était de la cendrée. Oui, c'est la raison pour laquelle
Moi, j'aurais préféré la pelouse plutôt que la cendrie. D'accord. Oui, mais c'est à cause de ça. Bon. C'était le fait que j'étais lourd. Alors, naturellement, le pied d'appel, au lieu d'être résistant, et je me plantais automatiquement, ça montait moins haut, quoi. Oui, mais le tartan, c'est un matériau qui apporte beaucoup et qui est comment dire, le résultat, les résultats supérieurs aussi. Hein. D'accord. Ah oui. On va bientôt vous libérer. Parce que Ah non, mais vous savez, ça me fait plaisir. Vous, avec votre expérience sportive, avec le haut niveau que vous avez connu, avec le plus haut niveau, Le niveau de l'époque, voilà. Le plus haut niveau de l'époque, Ouais. et qui avait eu une carrière sportive très bien remplie, vous avez pratiqué plein de sports. Ouais. Si vous aviez un message à délivrer aux jeunes d'aujourd'hui en matière de sport, qu'est-ce que vous leur dites? Que peut apporter le sport? Qu'est-ce qui vous a apporté? Pourquoi vous leur diriez qu'il faut faire du sport? Ouais. Je crois que la jeunesse actuelle pêche un peu par excès actuel. Mais il faut vivre avec son temps naturellement. Et puis les tentations sont là, quoi. Dans notre temps, il n'y avait pas de fumeurs, il n'y avait pas de buveurs d'alcool non plus. Alors la drogue, n'en parlons pas. Le doping aussi, qui fait des ravages aussi. Moi, on m'avait proposé, mais je n'avais pas voulu. Comment ça s'appelle? Le Maxiton. Et c'était proposé par un athlète, un ami qui me dit, Pierre, prends ça, tu vas voir. Parce que lui, il en consommait, mais remarquez, il est mort aussi à 30 ans, et il avait mon âge. Il n'y avait pas de contrôle de quoi que ce soit. Ah non. Ah non. Mais le Maxiton, il m'a dit, mais moi, je n'ai pas besoin de ça, je me contente de ce que je fais au naturel.